Bonsoir. Merci beaucoup d'être resté avec nous pendant le cycle. Et aujourd'hui, c'est notre 3e conférence. Et donc, je tiens de nouveau à exprimer mes remerciements à toute l'équipe au Louvre, en particulier à Yukiko Kamijima, à Monica Preti et surtout à Annabelle Collinet, avec qui j'ai travaillé de manière très proche pour préparer ce cycle. Et donc, sans plus attendre, j'aborde immédiatement le sujet qui retient notre attention ce soir, c'est-à-dire l'art du portrait. Malgré le malaise général qui concerne la représentation des figures animées dans les cultures islamiques, les portraits étaient un thème populaire dans la peinture de cour à travers les siècles. Cela fut particulièrement le cas des dynasties timourides, safavides, moghols et qadjars du XIVe au XXe siècle, qui assistèrent et promurent le développement de diverses approches dans l'art du portrait. Des artistes, des peintures et des manuscrits circulèrent d'un atelier, d'une bibliothèque, d'une ville à d'autres, nourrissant ainsi un certain degré d'unité entre les traditions artistiques de différentes régions du monde islamique. Cette mobilité a créé à son tour des traditions artistiques en commun entre les sphères culturelles turques et persanes en particulier. Malgré cette interconnexion, des styles artistiques et des tendances spécifiques ont émergé à des périodes et dans des espaces différents. Par voie de conséquence, si certaines traditions de l'art du portrait ont réaffirmé des modèles de représentation ou des thèmes historiques, d'autres ont incorporé de manière créative des styles et des techniques d'impression européennes. En remontant à des époques plus anciennes, nous constatons que beaucoup de portraits peints sur papier entre le XVe et le XVIIe siècle étaient élaborés et conservés dans un atelier ou une bibliothèque qui s'appelle Kitabkhane en persan. Donc c'est un bâtiment, c'est un atelier et une bibliothèque en deux. Le plus souvent, les portraits des souverains et des membres de leur entourage étaient faits sur des supports portatifs en papier, qui étaient à leur tour insérés et préservés dans des albums de peinture et de calligraphie. La fabrication des albums semble avoir commencé dans la sphère des cours timourides au début du XVe siècle. Les courtisans timourides se réunissaient alors en assemblée afin de discuter et de comparer les travaux poétiques et artistiques. Un historien de l'époque, son nom est Wasefi, a écrit à propos de portraits que l'on faisait circuler à l'occasion d'assemblées organisées à la cour du sultan timouride Hussein Baykara, qui a régné durant le dernier quart du XVe siècle. Les personnages qui prenaient part à ces assemblées discutaient de la réussite de la peinture en termes de vraisemblance vis-à-vis du modèle et s'adonnaient alors à des joutes oratoires. Une représentation du sultan Hussein Baykara, que vous voyez sur l'écran, a été montée dans un album, dans un feuillet décoré. Le portrait est accompagné de cartouches enluminées contenant l'identification du personnage représenté, le roi sultan Hussein Baykara, et l'attribution de l'œuvre au maître persan, le peintre Behzad. Ce portrait du sultan Hussein Baykara met en évidence certaines caractéristiques et des techniques de la représentation figurative qui étaient jugées adéquates pour un thème royal au tournant du XVIe siècle. La qualité la plus remarquable de l'image est probablement la combinaison qu'elle opère entre l'esquisse exécutée à main levée à la plume noire d'une part, et ceci devant le modèle et possiblement donc réalisé sur le vif, et d'autre part, l'aquarelle, donc la peinture à l'eau, à travers l'application de pigments liquides à la surface du papier. Donc c'est une esquisse et une peinture en même temps. Ici, l'image montre le sultan agenouillé et tenant un mouchoir, symbole de sophistication, dans une main, tandis que l'autre pointe probablement du doigt ses interlocuteurs pendant une audience ou une assemblée sociale, telle que celle dans laquelle une peinture comme celle-ci aurait circulé.
Ces traits picturaux attribués à l'artiste Behzad et son style dit nouveau de peinture sont décrits par les auteurs safavides, donc du XVIe siècle, à travers de nombreux adjectifs tels que précis ou concis, muhkam en persan, raffiné, pourtais, ce qui veut aussi dire bien cuit en effet, mélodique, malahat, délicat, nazuki, limpide et pur, saf, donc même transparent. Une certaine maîtrise se dégage en effet de l'esquisse dans la totalité de sa composition. Les coups de pinceau de l'artiste sont aussi sûrs et magistraux que tempérés et dynamiques. Tout au long du VIe et XVIIe siècle, la sphère princière safavide qui collecta ses portraits et les inséra dans des albums se mit à son tour à commander des portraits royaux. Il s'agissait d'une période d'accroissement du pouvoir impérial et du cosmopolitisme en Iran. Produites plus spécifiquement dans la capitale de Isfahan, ces images étaient non seulement capables de transmettre des puissants messages politiques, mais reflétaient également la vie quotidienne d'une nouvelle clientèle aisée, incluant à la fois des marchands persans et des visiteurs européens. À cette période, les manuscrits historiques illustrés continuaient également à être produits, comme nous pouvons l'observer dans un feuillet représentant Shah Abbas, assis avec un prince indien face à une ville fortifiée, possiblement Kandahar. Et on en discutera davantage. Il s'agit ici d'une peinture inachevée qui par ailleurs permet d'observer la manière dont étaient préparés les fonds de visage en aplat, puis aux traits tracés à la plume. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on n'a pas de traits de visage, et on commence à les voir ici avec Shah Abbas et un prince indien. Il est intéressant de constater ici aussi que le souverain safavide à droite est aisément reconnaissable dans le coin inférieur grâce à sa coiffe et à sa moustache, tandis que son homologue indien est représenté au moyen d'une peau légèrement plus foncée. Pendant le XVIIe siècle, les peintres et les portraitistes qui travaillaient sous mécénat royal ou de manière plus indépendante commencèrent à explorer de nouveaux thèmes en représentant des individus présents à la cour safavide, mais également de simples passants se promenant dans les rues, les places et les jardins de Isfahan. Le portrait royal prit alors un nouveau tournant, incarné par le maître portraitiste Reza Abbasi et ses élèves. Reza Abbasi, comme l'indique son épithète honorifique, était l'artiste du cours de Shah Abbas, donc il appartenait à Abbas. Voilà donc son nom Abbasi. Cependant, son intérêt pour la documentation de la vie quotidienne et la diversité des personnages s'activant dans cette capitale animée l'amena à explorer de nouveaux genres et sujets. Il produisit, par exemple, des esquisses et des peintures d'Européens, comme le montre cette image qui représente un homme européen, un farangi en persan, présentant de l'eau un petit chien blanc perché sur son genou. Couronné d'un couvre-chef farangi, donc un chapeau européen et non pas un turban, le jeune dandy est allongé sur des coussins bien caractéristiques de l'époque safavide, brodés d'images figuratives, tandis qu'il empoigne une jarre chinoise en porcelaine bleue et blanche. Et ces porcelaines, qui on dit chini, étaient très populaires et collectées en Iran à cette époque. L'ensemble de ces biens luxueux sont tout autant de signes indiquant la richesse et le statut du personnage assis. Celui-ci semble être un flâneur, s'arrêtant un instant dans un jardin du centre international qu'était alors Isfahan. Aux côtés des portraits d'Européens apparurent une multitude d'autres possibilités dans le domaine du portrait pour les artistes d'Isfahan, plusieurs d'entre eux ne se limitant plus aux sujets traditionnels. En délaissant les thèmes de l'élite, les portraitistes safavides, à l'instar de Reza Abbasi, produisirent des œuvres d'art embrassant une large variété de thèmes et séduisant de ce fait les commanditaires royaux, mais aussi non royaux.
Parmi ces thèmes figuraient les images de serviteurs, de personnes de modeste condition, de derviches, c'est-à-dire des hommes appartenant à une confrérie mystique, et même de personnages sans emploi particulier. Un exemple de ce dernier type se trouve dans une représentation d'un homme prénommé Nashmi, identifié ici comme un archer, dans une composition signée par Reza Abbasi et datée de février 1622. Donc ici, pour ceux qui lisent le persan, Surat Nashmi Kamandaj, donc une image de Nashmi, l'archer. Ici, Nashmi n'apparaît visiblement pas sous l'apparence idéalisée d'un personnage de haut rang. Il est plutôt représenté comme un homme vieillissant au visage décharné et ridé et une tête semblant bien trop petite en confrontation avec son ventre excessivement rondouillard. Le personnage n'a certainement pu maintenir une santé physique en raison de la blessure à sa cheville gauche, que vous voyez là. Il est possible également qu'il ait perdu son activité professionnelle lorsque Shah Abbas modernisa son armée et qu'il eut dissous le corps des archers. Face à de si dures circonstances, nous pouvons imaginer que Nashmi ait noyé ses souffrances en fumant la pipe à eau, dite narguilé ou kalyan en persan, dont le corps en verre est ici ornementé par le portrait d'un jeune homme observant à son tour le possesseur de l'objet, ici. Dans cet exemple en particulier, le prénom personnel du sujet, sa physionomie et les traits de son visage suggèrent un degré très élevé de précision, de compassion, peut-être même un peu d'humour, tandis que le portrait sur le narguilé sert de rappel du passé idyllique, de jeunesse, de santé, de vocation et de statut aujourd'hui révolu. Dans ce cas en particulier, et dans certains autres, les portraitistes transcendent l'exotique et le pittoresque afin d'explorer l'imperfection et l'infirmité humaine. La renonciation au désir et au bien terrestre constituait un autre thème de représentation pour les artistes safavides actifs à Isfahan pendant les XVIe et XVIIe siècles. À cette période, bon nombre de peintures et d'esquisses teintées représentent des derviches, soit des musulmans soufis ou mystiques, connus pour leur extrême pauvreté et leur austérité. Parfois, ces derviches sont montrés jeunes et itinérants, ayant en leur possession seulement quelques effets personnels, les aidant à vivre dans leur mode d'itinérance. Ces objets comprennent des peaux d'animaux afin de les tenir au chaud, ainsi qu'une sébile, connue sous l'appellation de cache-coule, pour collecter les dons. Par exemple, ici, le derviche sur la gauche, peint par l'artiste Mohamed Haravi, possède ces mêmes objets, mais aussi une canne et un petit livre, que vous voyez là, contenant des paroles mystiques ou peut-être poétiques. En revanche, le Fougo derviche roux à droite affiche un corps pâle marqué par d'innombrables marques de brûlures qui ont le plus vraisemblablement été tamponnées sur sa propre peau comme des marques de son amour brûlant pour Dieu. Et j'aimerais aussi signaler que ces esquisses étaient justement rassemblées et accumulées dans un album royal de Shah Abbas, et on peut voir son sceau là du Shah Abbas dans cette esquisse teintée à gauche. En parlant de Shah Abbas, le monarque lui-même était un collectionneur, mais aussi un sujet d'esquisses. Ainsi, en 1627, soit 2 ans avant le décès du souverain, l'artiste Mohamed Qasim Moussawir, ce qui veut dire peintre des formes, réalisa une peinture occupant une page de feuillet et représentant Shah Abbas moustachu et son jeune et beau page assis en extérieur. Et ce dessin en particulier est maintenant exposé dans la vitrine des arts du livre du département des arts de l'islam. Le portrait a certainement été réalisé d'après un dessin ou une peinture plus ancien, le Shah apparaissant ici bien plus jeune que ses 56 ans. Ici, le souverain place une main sur l'épaule du page, l'attirant plus près de sa poitrine,
pendant que l'autre main attrape le poignet du garçon. Celui-ci tend à son maître une coupe de vin que l'on peut apercevoir à travers le verre transparent de la carafe située au centre droit de l'image. Donc voici notre carafe de vin et notre coupe de vin. Nous pouvons également entrevoir le distique suivant, qui est placé juste là, et je cite « Que la vie t'apporte tout ce que tu désires des 3 lèvres, la lèvre de ton amant, la lèvre du ruisseau et la lèvre de la coupe. » Fin de citation. Ces vers, que Mohamed Qasim rajouta dans au moins un autre croquis, semblent offrir à Shah Abbas une abondance d'affection humaine, de l'étanchement de la soif terrestre et un enchantement de l'amour divin. Le portrait de Shah Abbas révèle quelques-uns des développements les plus intrigants dans le domaine de l'art du portrait royal iranien, tel qu'il se développa au début de la période prémoderne. Contrairement à son prédécesseur timouride, le sultan Hussein Baykara, qui est montré assis et isolé, le monarque safavide est entouré de l'amour du jeune homme, de l'abondance de la nature et de l'opulence du vin. Si cette image pourrait être interprétée comme une expression de l'érotisme et de la débauche, elle rend également hommage à la sagesse spirituelle à travers des idées plus mystiques associées à la confrérie, donc être en ami mâle, et à l'ivresse mystique dite mast en persan. Les deux étant essentiels dans le lexique du soufisme. Shah Abbas était ainsi représenté pas tant comme un souverain terrestre, mais aussi comme le maître spirituel ultime, comme décrit dans un bon nombre de motifs soufis persans répandus en Iran à l'époque. Pendant le règne de son successeur Shah Abbas II, l'art du portrait royal s'étendit au-delà du support manuscrit et des albums et se développa dans les peintures sur toile et les peintures murales. Cette dernière est une caractéristique majeure du palais bâti pendant les années 1640 dans la capitale impériale d'Isfahan. Le palais porte le nom de Chehil Soutoun, ce qui veut dire 40 colonnes, probablement parce qu'il est la réflexion des 20 colonnes de son porche dans l'eau du bassin. Donc il y a 20 colonnes là, mais en réflexion, ça en fait 40. Sa salle de réception intérieure, utilisée pour divertir et servir d'audience aux dignitaires étrangers ou encore accueillir des banquets et des festivités, était couverte d'une large variété de peintures murales à grande échelle, réalisées pendant les années 1660. À cette époque, Shah Abbas II commença à avoir des prétentions impériales envers des contrées plus orientales et lutta contre les Moghols, souverains de l'Inde, desquels il réussit à récupérer la ville stratégique de Kandahar en Afghanistan actuel en 1648. Un grand nombre de scènes de bataille évoquent le pouvoir militaire safavide, tandis que d'autres peintures murales de monarques safavides s'adressant à un auditoire suggèrent leur statut de roi des rois dans la région. À titre d'exemple, l'une des peintures représente le souverain Shah Tahmasp recevant le prince moghol Humayun, exilé d'Inde entre 1540 et 1555. Ici c'est Shah Tahmasp avec un couvre-chef chiite, et ici c'est Humayun avec la peau un peu foncée pour représenter un Indien. Les chroniques nous relatent qu'alors Humayun fut reçu à la cour safavide, que Shah Tahmasp tenta en vain de l'influencer en faveur de la foi chiite, devenue religion d'État en Iran sous les Safavides, et que le retour de Humayun à la tête de l'Inde était largement dû à la stratégie du souverain safavide et à son aide matérielle. Par voie de conséquence, ce portrait mural des deux souverains, chacun d'eux étant clairement reconnaissable par leur couvre-chef, chiites safavides et leur peau brune pour l'Indien, commémore l'entente diplomatique intermusulmane tout en soutenant l'idée que le pouvoir moghol fut restitué uniquement grâce à la bonne volonté et au pouvoir du monarque safavide.
Cette dynamique compétitive s'étend sur une deuxième scène d'audience à l'intérieur du palais de Chehel Soutoun, montrant Shah Abbas Ier, ou Shah Abbas I, recevant Vali Mohammed Khan, le chef ouzbek de Bukhara, une ville en actuel Ouzbékistan. Après s'être retrouvé en disgrâce, l'Ouzbek chercha refuge à Isfahan et demanda à Shah Abbas de l'aider à regagner le pouvoir au début des années 1610. À l'instar de la précédente peinture murale, la composition promeut à nouveau le roi safavide comme le primus inter pares, ou le premier parmi les pairs, à travers le portrait public, mais aussi à travers la nature même du palais de Chehel Soutoun comme refuge, sanctuaire des monarques des contrées islamiques orientales. En observant de plus près les détails de cette peinture, nous constatons que Shah Abbas est ici montré avec sa si caractéristique moustache à la gauloise et vêtu de sa robe luxueusement brodée. Il tend une coupe de vin à son invité ouzbek, qui est assis en supplication, ainsi que des danseurs et des musiciens qui animent l'événement, une pratique festive qui était relatée par les voyageurs européens contemporains à la cour safavide. Voici donc nos danseuses et des musiciens. Ainsi, en s'étendant en taille et en apparaissant sur les murs des palais, l'art du portrait royal safavide fournit une multitude de nouveaux messages et de notions, parmi lesquels le pouvoir suprême des monarques persans dans un monde musulman de plus en plus interconnecté. Cependant, cette rhétorique de la suprématie est formulée à travers la double notion de la convivialité et de la générosité, promue par le motif du rassemblement social et par la scène du banquet festif. Les empereurs moghols d'Inde, régnant plus à l'est et à la même période, ont également commandé bon nombre de portraits. Souvent, ces derniers apparaissent sur des feuillets isolés qui étaient organisés selon un ordre hiérarchique au sein d'albums de peinture. L'atelier impérial du livre moghol, dans lequel l'art du portrait royal était activement pratiqué, fut fondé et pourvu par des artistes persans émigrant par vagues successives à partir des années 1550. En effet, Humayun prit des artistes de la cour safavide avec lui quand il est rentré en Inde. Une fois que ce type de tradition arriva à maturité dans sa nouvelle forme locale vers 1600, les traditions du portrait persanophone enracinées dans le sous-continent indien firent l'objet d'une multitude d'innovations et d'expansions, la plus importante étant la mise en place de portraits dynastiques, de portraits allégoriques et de portraits que j'appelle oniriques, donc des portraits de rêve. Dans ces nouvelles articulations mogholes du pouvoir impérial, l'influence du portrait en buste et des imprimés européens est détectable, en majeure partie grâce à l'influence des matériaux visuels rendus accessibles à travers les présents des missionnaires jésuites à la cour moghole qui partaient en mission avec des gravures. Parmi les exemples de ce type de portrait moghol, incorporant l'ensemble de ces techniques et de ces éléments nouveaux, se distingue la peinture du Shah moghol Jahangir tenant un portrait de son père Akbar. Et vous pouvez en fait admirer cette peinture dans la vitrine dédiée aux arts du livre dans le département des arts de l'islam. Ici, les deux souverains entrent dans un dialogue pictural où Akbar, le père, ici, montre le globe à Jahangir, son fils, d'un geste signifiant la transmission du pouvoir terrestre à son gendre. Outre la représentation du père d'un père et de son fils, ce double portrait articule la vision de la légitimité dynastique moghole. Ce procédé s'inscrit dès lors dans une consolidation du statut impérial de ces deux monarques et de leurs descendants. La forme de portrait adoptée ici est celle très répandue du portrait en buste, montrant le souverain assis ou debout derrière une balustrade recouverte d'un textile. Cette formule,
donc le portrait en buste, est caractéristique de la Renaissance italienne et c'est un type de représentation figurative qui s'intégra dans les régions ottomanes vers 1480 à travers la peinture et dans les territoires moghols à partir de 1600 à travers les gravures. L'un des plus célèbres portraits en buste de personnages musulmans est celui du sultan Mehmed II, connu comme le Conquérant ou Fatih. Il reçut Gentile Bellini à sa cour à Istanbul en 1480, où l'artiste napolitain exécuta une peinture à l'huile montrant le monarque ottoman assis de profil, inscrit dans un arc de marbre, tandis qu'une draperie brodée et sertie de pierres précieuses est suspendue au-dessus du linteau. Outre l'identité du modèle et la signature de l'artiste dans les angles inférieurs, ici et là, les parties supérieures du tableau sont occupées par un ensemble de 6 couronnes dorées, 3 ici et 3 là. Si jadis les historiens de l'art islamique ont interprété ces motifs, les couronnes, comme la représentation des terres sur lesquelles régnait Sultan Mehmed, des recherches plus récentes ont suggéré qu'ils incarnent les 6 prédécesseurs du sultan au sein de la dynastie ottomane, avec Mehmed lui-même symbolisé par la couronne dorée ornant le centre de la draperie. Donc Sultan Mehmed Fatih était le 7e sultan, donc ses 6 prédécesseurs ici et le 7e bien luxuant ici. Dans ce type de peinture, les portraits ottomans et moghols adoptent les techniques européennes du portrait en buste, mais les adaptent à la tradition locale afin d'accentuer le lignage dynastique et la domination impériale. Ceci à travers l'allégorie picturale de la couronne et du globe d'une part, et d'autre part, l'intégration d'un second portrait en buste au sein de la composition. Retournons au double portrait en buste moghol. Jahangir et Akbar sont parés de robes luxueuses, de turbans et de pierres précieuses, tandis qu'une auréole irradie depuis leur tête. Ce halo doré agit comme un substitut visuel de la lumière divine qui leur est conférée telles les ombres de Dieu gouvernant sur terre. Il n'est pas rare que ce type d'attributs terrestres et sacrés soit intégré au portrait moghol afin d'indiquer la désignation divine et la délectation de la lumière de Dieu des monarques régnants. Aboul Fazl, un des principaux historiens de la cour d'Akbar, s'exprima largement sur la lumière sacrée du roi moghol. Dans son texte intitulé Aïn-e-Akbari, la constitution d'Akbar, Aboul Fazl loue Shah Akbar et insiste sur le fait que, et là je cite, « La royauté est une lumière émanant de Dieu, un rayon de soleil, l'enlumineur de l'univers. Le langage moderne appelle cette lumière la lumière divine et la langue de l'Antiquité l'appelle le halo sublime. Elle est communiquée par Dieu au roi sans l'assistance intermédiaire de quiconque et les hommes, en sa présence, courbent le front en signe de louange vers le sol de la soumission. Beaucoup d'excellentes qualités se répandent à partir de cette lumière. L'une est un amour paternel envers ses sujets et des milliers trouvent le repos dans l'amour du roi. » Fin de citation. Ces portraits de souverains moghols auréolés ont sans aucun doute renforcé la théorie illuminative de la prééminence divine du roi, dans lequel donc Aboul Fazl s'exprime de manière détaillée. D'autre part, lorsqu'elles étaient échangées ou exposées, ces images étaient certainement utilisées afin d'encourager la soumission et l'amour pour le souverain de la part de ses sujets. Ici et ailleurs, le portrait est donc l'art ultime de pouvoir et de la persuasion. Sous le règne des Moghols, l'art du portrait participa également au débat concernant l'idolâtrie, notamment les déclarations s'appuyant sur les hadiths, les dits du prophète Mohammed, et stipulant que les artistes, en produisant des formes figuratives, tendent effectivement d'usurper les pouvoirs créateurs de Dieu.
En écartant ces considérations, Akbar s'attacha plutôt à glorifier la représentation figurative avec les mots suivants sur l'écran. Beaucoup d'hommes détestent la peinture, mais je n'apprécie point ces derniers. Il me semble qu'un peintre possède des moyens assez insolites pour reconnaître Dieu. Car lorsqu'un peintre fait un dessin d'une chose vivante et qu'il conçoit ses membres l'un après l'autre, il doit certainement en arriver à ressentir qu'il ne peut pas réussir à idéaliser son œuvre et est contraint alors de penser à Dieu, le donneur de vie, et verra ainsi sa connaissance s'accroître. Fin de citation. En d'autres termes, un peintre doit se confronter à sa propre incapacité à donner la vie à ses peintures. Et en faisant l'expérience des limites de sa propre créativité, il voit son humilité grandir. Dans un pareil cadre conceptuel, la peinture est érigée comme une pratique louable, mais également comme un moyen d'atteindre une meilleure compréhension de la création de la vie, elle-même étant une prérogative qui appartient à Dieu seul. L'intérêt pour le portrait allégorique impérial fut essentiel dans l'art moghol à travers les siècles. Dans ses peintures produites à partir de 1600, le monarque est généralement représenté de profil, reflétant ainsi la formalisation croissante des cérémonies de cour à l'occasion desquelles il était vu par ses sujets. Donc, cette pratique s'appelait darshan, ce qui est vraiment une exposition rituelle d'une personne. Par exemple, une représentation de Shah Jahan, intégrée dans un album de peinture et de dessins exécuté pour Ahmed Shah vers le milieu du XVIIIe siècle, montre le souverain Shah Jahan tel une icône suspendue derrière l'arcade ajourée. Sous le portrait du souverain et sur ses deux côtés se dessinent des fleurs colorées et des cyprès entourés d'arabesques florales. Deux oiseaux et un ange volent au-dessus, portant une ombrelle et une épée. Ces deux objets symbolisent en réalité la voûte ou la chhatra et l'épée ou la shamshir de la gouvernance offerte par Dieu au souverain moghol. Ces attributs, associés aux motifs végétaux et floraux de la composition, suggèrent que les splendeurs du monde céleste se lient aux luxures du monde naturel sous la tutelle royale de Shah Jahan, lui-même étant montré dans ce portrait comme une présence réelle, mais également céleste. Cette superposition du souverain visible et néanmoins inaccessible constituait également une stratégie publique à la cour moghole, où le roi apparaissait à ses courtisans et ses visiteurs à travers la pratique dite darshan. Célébré ici dans un album de peinture du XVIIIe siècle, Shah Jahan était connu pour ses contributions aux arts et à l'architecture. Il est en particulier resté célèbre pour l'édification du Taj Mahal, qui date des années 1630 à 40. Ce mausolée monumental en marbre blanc construit à Agra, l'une des capitales mogholes, contient sa tombe et celle de sa femme, ornées toutes deux de motifs floraux colorés réalisés en marqueterie de pierre. Les tombes elles-mêmes sont protégées par une balustrade ajourée appelée jali. Donc voici les deux tombeaux et voici le jali. Il convient ici de signaler que nous rencontrons ces motifs floraux et le jali dans le portrait de Shah Jahan datant du XVIIIe siècle. Cela porte alors à croire que cette image visuelle en particulier pourrait être considérée, au moins partiellement, comme une interprétation de l'inhumation architecturale du souverain moghol. En d'autres mots, une tombe picturale, si vous voulez. Dès lors, les portraits de ce type exaltaient d'une part la perception du pouvoir et de l'autorité d'un individu à travers des stratégies de représentation et des détails iconographiques tels que la voûte et l'épée, mais elle agissait également comme des souvenirs picturaux longtemps après la mort des sujets représentés, ici 2 siècles après la mort de Shah Jahan. Un autre exemple, produit un siècle plus tôt,
montre Shah Jahan debout sur un globe terrestre sur lequel sont aussi allongés un lion et un agneau. Nous retrouvons également sur le globe la balance de la justice, que vous voyez là, ainsi qu'un groupe de symptômes traités en grisaille et peu visibles au premier regard. Donc voici un groupe de symptômes, ici et là, et ils tiennent des banderoles. Sur cette bannière, on peut lire la prière suivante, et je cite « Ô Dieu, tu as rendu le roi et le derviche égaux, car ils sont tous les deux des êtres de ta création. Rends éternel à tous les êtres les moyens de comprendre l'obéissance et maintiens en vie dans nos cœurs la vénération et le sacrifice pour toi. » Cette note promeut non seulement la voie soufie, la voie mystique, à laquelle se rattachait le souverain et qu'il soutenait, mais elle rappelle également aux spectateurs de la peinture que la vénération n'est portée qu'à Dieu et non pas à l'image. En outre, au-dessus de Shah Jahan, trois petits anges, se penchent de leur couronne de nuages. L'un d'eux tient une ombrelle parée de pierres précieuses juste au-dessus de la tête du monarque. Ce symbole de royauté, le tchatre, l'ombrelle, contient des médaillons qui font remonter la généalogie de Shah Jahan jusqu'à Timour, ou plus connu sous le nom de Tamerlan, le fondateur de la dynastie timouride en 1370. Donc vous avez certainement un peu de peine de le voir, mais ça c'est en fait une généalogie, jusqu'aux Timourides. Deux autres anges présentent au souverain moghol une épée et une couronne, la dernière étant désignée par Taj-e-Dawlat, ou la couronne de la souveraineté. Enfin, au centre de la peinture, la tête du souverain est visuellement accentuée par un halo rayonnant, tandis qu'il tient lui-même un bijou également irradiant, les deux formant des symboles étincelants de la royauté du droit divin de la dynastie moghole. En somme, le portrait montre Shah Jahan, dont le nom signifie « souverain du monde », tel un monarque hors du commun régnant sur le globe sous la protection divine et diffusant une lueur irradiante. L'iconographie de la peinture opère la synthèse des motifs symboliques indo-persans et européens pour obtenir un effet optimal. Les putti, donc les petits anges par exemple, s'inspirent des représentations européennes d'anges, tandis que l'esthétique de la grisaille, utilisée pour les nuages, fait penser aux techniques de gravure. En outre, le globe se rattache au prototype européen, mais ici, il reflète aussi le nom de règne de l'empereur Shah Jahan, ou le roi du monde, roi du globe. Enfin, l'utilisation du lion paisiblement endormi auprès de l'agneau provient de la notion chrétienne du royaume pacifique dans le 11e livre d'Ésaïe, dans lequel il est annoncé que tous les animaux vivront en harmonie sous le règne messianique. Le symbole visuel en soi, donc du lion et de l'agneau, apparut dans les régions mogholes dès 1580, lorsque la première mission jésuite arriva à la cour d'Akbar et présenta au monarque une copie de la Bible royale polyglotte qui avait été commanditée par le roi Philippe II d'Espagne et imprimée à Anvers vers 1568 à 72. Les volumes de la Bible contiennent plusieurs pages de titres illustrés dessinés par le peintre et graveur flamand Peter van der Borcht. Le premier d'entre eux représente un intérêt spécifique puisqu'il représente le royaume pacifique, la Pietatis Concordiae, dans lequel le bœuf, le lion, l'agneau et le loup sont tous allongés ensemble. Il est fort probable que les motifs du lion et de l'agneau s'inspirent de l'imagerie jésuite qui fut adoptée par les peintres moghols pour diverses raisons. En effet, elle permettait de promouvoir une vie harmonieuse entre les différentes communautés confessionnelles en Inde. Nous rencontrons cette métaphore animalière du lion et de l'agneau dans d'autres peintures mongoles qui engagent des dynamiques de concurrence intramusulmane impériale,
comme cela est le cas pour l'image du souverain moghol Jahangir embrassant son cousin, le Safavide Shah Abbas Ier. Donc là, vous reconnaissez certainement Shah Abbas grâce à sa moustache. Jahangir, dont le nom signifie « celui qui tient le monde », est debout au-dessus d'un lion, tandis que sa tête se retrouve précisément au centre d'un disque solaire éblouissant. Donc ceci est un disque solaire, et sa tête à lui est au centre, pas celle de Shah Abbas. Il domine Abbas, ici bien peu plus petit et moustachu, se tenant debout sur un agneau blanc, tandis qu'il fait une révérence et lève les yeux vers le monarque moghol imposant et surplombant la scène. À travers l'accolade familière et le sommeil paisible de leurs animaux, la peinture sous-entend que les deux souverains entament une période d'entente, cette dernière étant suggérée par la jonction des deux sources de lumière, le soleil doré et le croissant de lune. Voici la lune. Toutefois, cette harmonie est minimisée par leur taille relative, ainsi que le fait que le lion de Jahangir a fait un bond hors de l'Inde et a pris le contrôle de l'ensemble de l'Asie centrale et de l'Iran, là où on penserait trouver Shah Abbas. Le lion laisse au petit agneau de Abbas uniquement l'extrémité occidentale de l'Iran, tandis que sa partie postérieure effleure la Hongrie et la France. Donc là, vous voyez Majar, Hongrie et Farans. Donc l'agneau d'Abbas devient la France. Cette métaphore animalière en dit long sur la rivalité entre Moghols et Safavides, et plus spécifiquement sur les inquiétudes de Jahangir concernant Kandahar, ville stratégique dont la prise assurait la route vers le sous-continent indien, qui fut envahi et capturé à plusieurs reprises dans les années 1660. Tout autant que les représentations figuratives des deux monarques, ces deux animaux projettent également les idées illusoires de Jahangir sur leur force relative. Outre l'utilisation du portrait pour promouvoir l'ascendant moghol dans les terres islamiques orientales, spécifiquement en Inde, en Asie centrale et en Iran, il semblerait que cette peinture allégorique fonctionne également comme un souvenir pictural d'une vision en rêve. Plusieurs inscriptions disposées autour des deux souverains enlacés indiquent par exemple que Shah Abbas vint à Jahangir dans une vision onirique, dans le robe, dans le sommeil, et lui apporta la joie pendant qu'il dormait dans son palais appelé le Printemps de la Lumière près de Ajmer. Donc ça, c'est l'inscription ici. On nous dit que c'était un robe, un rêve. Une autre inscription, ici, nous en dit davantage sur la nature du travail et les pratiques de l'art du portrait moghol en général. Je cite, « Et la représentation bénie du Shah fut établie par un groupe qui l'avait vu, et avec l'aide de l'analogie et de la conjecture d'un artiste, un portrait fut très vite achevé et que beaucoup considérèrent comme une bonne réplique. Dieu est le donneur de forme des mondes. » Fin de citation. Ici, il est dit aux spectateurs que la représentation figurative de Jahangir en particulier n'était pas faite à partir de la réalité, donc n'était pas faite à vif, mais plutôt à travers les descriptions orales et un modèle pictural. Le résultat final était ensuite approuvé par un consensus et une louange finale adressée à Dieu en tant qu'unique entité capable de doter une forme de vie. En résumé, cette image en particulier n'est pas simplement une représentation mimétique, imitative de la réalité, ni un portrait simplement allégorique. Elle est plutôt, et de manière assez intrigante, une image prenant appui sur une interprétation verbale et un modèle visuel, ainsi qu'une vision en rêve réifiée en une image picturale. Cela donc permet d'étendre notre vocabulaire et notre cadre conceptuel afin de laisser davantage d'espace pour explorer ce que l'on pourrait appeler un portrait onirique ou un portrait de rêve.
dont l'un des objectifs est de fournir un témoignage permanent d'images immatérielles qui surviennent dans les esprits des humains lorsqu'ils sont dans un état de sommeil. Les portraits de souverains dans les régions indo-persanes du XVIe au XVIIIe siècle ont déployé diverses stratégies et apparurent sur différents supports. Parfois, de telles images pouvaient se nicher dans le cadre relativement intime des manuscrits et des albums, tandis que d'autres fois, elles pouvaient être magnifiées et peintes sur des murs de palais, notamment ceux de Chehel Soutoun à Isfahan. Qu'elles soient de petits ou de grands formats, ces représentations visuelles utilisaient assez souvent un langage codifié afin d'appuyer la suprématie d'un souverain particulier. À titre d'exemple, dans l'imagerie moghole, les motifs visuels tels que le disque solaire et le globe renforcent l'idée des pouvoirs divins et terrestres du monarque, tandis que la vision en rêve suggère l'accès du souverain au royaume céleste. Par ailleurs, les peintures murales safavides représentent le Shah, paré du couvre-chef chiite, en tant que figure de refuge de tous les souverains exilés au sein des rassemblements de cour. Si les pratiques du portrait divergeaient en Inde et en Iran, elles partageaient malgré tout un point en commun puisqu'elles entretenaient une flatterie compétitive. Elles constituaient également la toile de fond d'une bataille plus étendue visant à l'avantage politique, religieux et culturel dans les contrées orientales islamiques pendant la période prémoderne. Ce qui nous fait aboutir en fait au XIXe siècle. Les pratiques du portrait continuèrent d'être intenses tout au long du XIXe siècle, en particulier sous l'égide des souverains Qajars qui régnèrent en Iran entre 1779 et 1924. Parmi eux, Fath Ali Shah et Nasr ad-Din Shah, dont les longs règnes couvrirent quasiment l'intégralité du XIXe siècle, étaient de généreux mécènes des arts picturaux dans les sphères palatiales, publiques et même internationales. Les deux souverains étaient profondément conscients du pouvoir du procédé visuel pour renforcer et disséminer la légitimité monarchique qadjar. Si Fath Ali Shah se tourna largement vers les paradigmes, donc les motifs royaux persans de la période anté-islamique, de sa part, Nasr ad-Din Shah est particulièrement attaché à promouvoir des technologies nouvelles, les plus importantes étant la lithographie, l'imprimerie et la photographie. Les portraits de Fath Ali Shah sont assez facilement reconnaissables grâce à sa barbe et à son tour de taille étroit. Si l'abondance de sa pilosité faciale se fait l'écho de sa célèbre fertilité, il fut le géniteur de plus d'une centaine d'enfants, la somptuosité de ses vêtements et de son attirail renforce sa posture royale. Par exemple, le souverain est souvent représenté immobile et assis avec une ceinture incrustée de joyaux, une épée, un sceptre, un brassard et un collier. De plus, il porte la dite couronne kyanide, faite de velours et ornée de pierres et de plumes, de forme haute et à 8 pointes. Le nom de cette couronne, qui fut commandée par Fath Ali Shah lui-même, a des valeurs significatives plus profondes puisque les kyanides sont évoqués dans les traditions épiques persanes comme une dynastie qui régna en Iran avant les Achéménides, dont la capitale Persépolis s'avéra également être une inspiration pour les artistes qadjars. Ainsi, dans l'aquarelle faite en 1811 par l'artiste Ahmed, l'un des peintres de portraits les plus importants de son époque, Fath Ali Shah est représenté non seulement en employant un style assez réaliste, mais également avec une attention particulière accordée aux détails symboliques, spécifiquement la couronne qui rattache le souverain à ses glorieux, voire même mythiques prédécesseurs qui régnèrent sur l'Iran. Et cette peinture, justement, sur la droite, peut être vue maintenant dans le musée du Louvre-Lens. Au-delà des pages isolées et des peintures de manuscrits, les images de Fath Ali Shah se sont multipliées sur de nombreux autres supports.
Plusieurs représentations du roi furent peintes à l'huile sur toile dans un format grandeur nature et dans un style artistique qui semble largement s'inspirer du portrait impérial européen. Les images de très grand format du monarque décoraient aussi les murs du palais de Goulestan à Téhéran, tout comme ce fut le cas du palais de Chehel Soutoun à Isfahan pendant la période safavide. Toutefois, à Téhéran, le souverain Kadjar est souvent montré isolé et sous une forme iconique plutôt qu'actif et dans une assemblée. Fath Ali Shah et ses fils, ses nombreux fils, qui furent nommés ministres dans plusieurs provinces d'Iran, s'employèrent à s'enraciner profondément dans la terre iranienne afin de se présenter comme des souverains indigènes malgré leurs origines issues des tribus turques. L'une des stratégies pour clamer leur indigénité consistait dans leur engagement en faveur du patrimoine artistique dispersé à travers le paysage iranien. Par exemple, l'un des monuments persans les plus importants est le Taqi-Bustan, une grotte sculptée à proximité de la ville moderne de Kermanshah. Ce monument sculpté représente le roi sassanide Khusro Anushirvan, chassant à cheval et se dressant en gloire, tandis qu'il est flanqué à gauche d'Ahura Mazda, là, la divinité suprême du zoroastrisme, et à droite, ici, d'Anahita, la déesse de la fertilité, de la guérison et de la sagesse. Vous ne voyez pas là, mais on va tourner, on va entrer à l'intérieur de la grotte et on va regarder ce coin-là maintenant. Cette grotte sculptée pré-islamique, dédiée à l'autorité royale sassanique et aux dieux zoroastriens, a subi des remaniements pendant la période Kadjar. Après que Fath Ali Shah ait nommé son fils aîné Mohammed Ali Mirza Daulat Shah gouverneur de la province, ce monument public fut agrandi dans les années 1830 afin d'accueillir une nouvelle représentation rehaussée de couleurs montrant le souverain que vous allez reconnaître ici grâce à sa barbe, assis sur son trône en compagnie de Daulat Shah, son fils et premier chambellan. Avec cette insertion picturale, les visiteurs étaient invités à contempler de manière simultanée les anciens et les nouveaux souverains de l'Iran, formant ainsi un arbre généalogique visuel dans lequel les souverains Kadjars sont alignés et se présentent comme les héritiers de leurs légendaires ancêtres sassanides. La technique de la sculpture sur pierre autorise non seulement cet élargissement pictural, mais elle réaffirme également une forme d'art politique public typiquement iranien, à travers lequel des souverains Kadjars, tels que Fath Ali Shah, devenaient capables de graver et de multiplier leur présence à travers leurs domaines royaux. La famille Kadjar adopta donc le pouvoir de la sculpture sur pierre afin de proclamer publiquement leurs origines iraniennes et leur descendance dynastique. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l'art du portrait Kadjar se tourna nettement vers le futur plutôt que vers le passé, sous l'égide de Nasreddin Shah. Ce souverain réformateur parcourut l'Europe et adopta de nouveaux outils de reproduction et de création, notamment la photographie et l'imprimerie. Les portraits du monarque réalisés pendant cette période révèlent une combinaison assez éclectique de motifs persans et d'iconographie européenne dans le but de promouvoir l'idée que le souverain est ancré dans un passé héroïque local qu'il propulsa sur son cheminement moderne pour placer l'Iran à une échelle mondiale. La vision de Nasreddin se reflète dans un grand nombre de portraits, notamment cette peinture réalisée par Bahram Kermanshahî. Ici, l'artiste utilise la technique de l'huile sur cuivre, ce qui est assez rare en Iran, mais était très prisé en Europe entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il représente le souverain assis sur un fauteuil européen au lieu du trône persan surélevé. En outre, Nasreddin ne porte pas la couronne kyanide ornée de joyaux de son prédécesseur Fath Ali Shah. À la place, il porte un chapeau noir d'apparence plus épurée et moderne,
paré d'une aigrette incrustée de diamants. Nous pouvons également remarquer la présence de 2 médaillons contenant des portraits fixés sur sa poitrine. L'un représente Imam Ali et l'autre, le symbole du chiisme et de la chevalerie, tandis que l'autre accueille un lion couchant qui lui aussi signifie Ali, mais aussi la bravoure et la royauté. Et cette peinture également sera exposée dans la galerie du temps du musée Louvre-Lens. Ces broches persanes en émail, connues pour être des insignes ou nishans en persan, s'inspiraient des ordres de chevalerie britanniques et des ordres de mérite français. Souvent, elles étaient présentées comme cadeaux honorifiques du roi Qajar aux officiels iraniens. De plus, celles qui contiennent l'image de Nasser-Din Shah étaient offertes aux dignitaires étrangers, notamment des membres des délégations britanniques et françaises. Ces nouveaux portraits de souverains Qajars exécutés sur des objets portatifs de petit format sont rattachés aux traditions d'échange de cadeaux diplomatiques avec les Européens, tout en adoptant également les techniques et les motifs picturaux. C'est notamment le cas de l'effet de grisaille utilisé pour rendre les poutis entourant Nasser-Din Shah rayonnant dans la lumière angélique de la majesté. Donc voici nos petits poutis là, en grisaille. D'autre part, les décrets officiels Qajars concernant ces insignes stipulent que l'image du souverain devrait être convenablement ornementée comme son statut royal le requérait. Et là, je cite, et que cette image est destinée aux personnes très honorables et d'un rang élevé, aux plus grands ambassadeurs et aux grands ministres étrangers, et cette décoration est la plus grande que le royaume puisse donner à un étranger, et c'est pour cette raison qu'elle est honorée du portrait du roi. Tout comme ces portraits contenus dans des cadeaux honorifiques et diplomatiques, le nouveau support qui constitue la photographie, tel qu'inventé par Daguerre en 1839, fut adopté avec beaucoup d'enthousiasme par Nasser-Din Shah. Il était lui-même un avide photographe de portraits, dont l'œuvre est aujourd'hui conservée au palais de Goulestan à Téhéran. Il construisit une aile nouvelle dans le palais, appelée la Maison de la photographie, ou Aqas-Khaneh en persan, et recruta divers photographes internationaux au sein de sa cour. D'autre part, pendant ses voyages officiels en Europe, dans les années 1870 et 80, il eut le plaisir de poser et de se faire photographier, notamment par le photographe parisien Charles Jaquetin, que vous pouvez voir là, ainsi que dans l'atelier londonien W&D Downey, ce dernier étant désigné par photographe de la reine. Et ces cartes postales sont dans le domaine public. On peut toujours les acheter en ligne aujourd'hui. Donc, c'est des images qui sont très nombreuses. En Iran comme ailleurs, la photographie n'annonça pas la fin du portrait peint. En effet, elle fut plutôt considérée comme un moyen qui pouvait aider les artistes dans le modelé et la perspective, les autorisant ainsi à mieux saisir la ressemblance du souverain sans que sa présence physique ne soit nécessaire. Pour l'ensemble de ces raisons, nous retrouvons assez fréquemment des correspondances entre les images photographiques et les représentations peintes de Nasser-Din Shah, comme nous pouvons le voir à travers les deux exemples ici. La photographie du souverain, prise vers 1852 à gauche, semble avoir servi de modèle à l'aquarelle de 1855 à droite, dont le fond vif sert à éclairer la présence du monarque qui apparaît à l'inverse assez affadi dans la prise photographique. Cette aquarelle, qui n'est pas simplement une version peinte de la photographie, perfectionne et développe le modèle original, mettant dès lors en évidence le talent unique de l'artiste consistant à donner vie à son sujet royal d'une manière dont la photographie s'avère incapable. Et cette image, elle aussi, sera dans l'exposition Qajar à Lens. Dans le but de promouvoir les arts visuels, Nasser-Din Shah envoya en Italie en 1861 l'artiste Aboul Hassan Ghafari
désigné par le nom Sane al-Mulk, le peintre royal, afin d'étudier la peinture. À son retour en 1862, on demanda à Sane al-Mulk de fonder une école qui s'appelait Dar al-Funun, ou Maison des Arts, une institution qui s'inspirait de l'école des Beaux-Arts de Paris, que Nasr ad-Din Shah avait visitée. Dans cette école des Beaux-Arts, des images peintes et photographiées de Nasr ad-Din Shah furent produites par une nouvelle génération d'artistes et se diffusèrent à travers divers supports. Sane al-Mulk lui-même s'était inspiré d'images photographiques du souverain afin de produire son propre corpus de peinture, comme nous pouvons en voir un exemple sur l'écran. Le portrait de Nasr ad-Din à l'aquarelle transcende la réalité photographique sur au moins 2 plans. Tout d'abord, en montrant le monarque flottant au-dessus de nuages bleu-gris, et d'autre part, en entourant sa tête d'un subtil halo. Ces 2 outils picturaux ajoutent une dimension céleste à la présence du monarque Qajar, suggérant son apothéose dans le domaine du divin. À travers ce type d'extension allégorique, la peinture pouvait atteindre une réalité mythique que la photographie ne pouvait simplement pas accomplir, faisant d'elle le moyen le plus souhaitable pour exalter convenablement le souverain, comme le dictaient les protocoles royaux. Donc, pour conclure, à partir du XVe siècle, les pratiques du portrait dans les régions islamiques prolongèrent l'héritage timouride jusqu'à la période moderne, tout en développant simultanément de nouvelles voies dans les milieux safavides, moghols et qadjars. Si les safavides promurent une vision du monde chiite et de coexistence, les moghols ont exploité le pouvoir de l'imagerie allégorique et onirique à une échelle cosmique. Parfois, des styles et des techniques étrangers, surtout celles de provenance européenne, furent synthétisés de manière créative conjointement avec les traditions picturales islamiques. D'autres fois, des idiomes locaux furent perfectionnés pour produire une déclaration visuelle du pouvoir et de l'autonomie royaux. D'autres fois encore, les pratiques artistiques locales et globales étaient combinées, comme dans le cas du portrait royal Qadjar, qui prit appui sur la nouvelle technique de la photographie afin de promouvoir le monarque persan comme une présence réelle, mais d'ampleur cosmique. Au fur et à mesure des siècles, le portrait cessa toutefois d'être une prérogative des élites princières. En effet, le mécénat s'étendit progressivement à une clientèle plus diversifiée, dont les intérêts et les demandes influencèrent sans aucun doute les productions d'œuvres. Des manuscrits illustrés, des esquisses sur feuillets isolés, des peintures sur toile et des photographies furent acquis et collectionnés par des groupes de personnes de plus en plus élargis et variés. L'augmentation du nombre de clients en dehors du cercle royal, détenant un certain pouvoir d'achat, inaugura une floraison de nouveaux thèmes et de produits en même temps que l'artiste prit conscience de sa valeur personnelle. Ce changement, qui s'est produit dans la production et l'acquisition des portraits, permit d'ouvrir la voie à de nouveaux développements pendant la période moderne et contemporaine. Aujourd'hui, les portraits empruntent de nouvelles directions grâce à l'avènement de la technologie numérique et l'art digital, comme vous vous souvenez, j'espère, de notre première séance. Si la représentation figurative et les portraits continuent à être discutés, ils sont certainement voués à se perpétuer et seul le temps nous dira quels nouveaux horizons seront explorés et conquis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christiane, pour cette conférence, une fois encore absolument passionnante. Avant de revenir pour quelques instants sur les 2 séances précédentes, et en particulier sur les sculptures, ainsi de façon un peu détournée sur la figure du prophète, je voudrais que nous parlions quelques instants de 2 thèmes que vous avez évoqués ce soir et qui ont trait au dessin comme médium de la représentation et plus particulièrement du portrait.
Le portrait de l'archer Nashmi, que vous nous avez montré, que nous revoyons ici à l'écran, dessiné par Reza Abbasi à Isfahan en 1622, est à la fois tendre et humoristique. Les traits du visage sont accentués, cela paraît assez évident en ce sens. Et donc ce portrait évoque ce qu'on appelle le portrait charge, voire la caricature. Je crois qu'il est assez rare de pouvoir déceler ce type de dessin de façon aussi parlante dans les œuvres graphiques qui nous sont parvenues, émanant par exemple du monde indo-persan. Est-ce une œuvre isolée, très particulière aux expérimentations de Reza Abbasi, ou bien s'agit-il d'une œuvre appartenant à un genre finalement assez répandu, et quand pensez-vous qu'il ait pu apparaître ? Merci de cette question. Le portrait de Nashmi est un de mes préférés pour ces raisons-là. Premièrement, moi je pense que c'est un portrait sur le vif d'un homme qui est nommé, qui perd sa robe. Vous voyez, il est un petit peu trop rondouillard, donc il n'arrive même pas à fermer sa robe. Et à mon avis, c'est non seulement un portrait sur le vif, mais il va vers le côté caricatural, justement. Donc peut-être, on peut même dire que c'est la première caricature dans l'histoire du portrait islamique. Ceci dit, il y a aussi d'autres esquisses, d'autres peintures de l'époque safavide, et ça c'est particulier justement de Reza Abbasi et ses successeurs, Mouin Moussaver en particulier, où ils sont très intéressés dans l'imperfection humaine, et en particulier l'imperfection esthétique. Et donc nous trouvons aussi des esquisses de vieils hommes, bien ridés, qui sont bossus, et des derviches qui sont très pauvres, on voit qu'ils ont beaucoup souffert. Donc il me semble à moi qu'il y a de la compassion, mais aussi de l'humour. Il y a le portrait sur le vif qui correspond parfois à la caricature, et c'est un produit qui semble sortir à Isfahan pendant les 1600, à un moment justement où il y a du cosmopolitisme. Il y a un intérêt dans tout ce qui est non royal, en fait. Donc, il y a une extension là de la possibilité de représenter quelqu'un qui n'est pas supposé être simplement idéal, comme le chat. Cette personne peut avoir des gros défauts et on peut les accentuer. Donc ce serait une des œuvres justement où l'on pourrait identifier un dessin où le modèle est dessiné alors qu'il est là devant l'artiste, ce qui n'est pas toujours évident de reconnaître et ce qui n'est pas du tout le cas évident sur les portraits et les peintures que vous nous avez montrées précédemment, où on voit qu'on a affaire très souvent à des dessins faits à partir de dessins préexistants ou de peintures préexistantes. Donc là, ce serait un exemple d'identification possible de dessins faits sur le modèle. Oui, et beaucoup des portraits que je vous ai montrés, en fait, ne sont pas sur le vif, c'est à partir justement de modèles. Et ça, c'est un processus assez populaire chez les artistes musulmans. C'est un processus qui s'appelle taqlid, ce qui veut dire imitation. Donc, un élève doit imiter nombre de fois le maître pour perfectionner la forme. Et un portrait qui est considéré bien réussi doit approximer le modèle. Donc, en fait, pour juger le résultat, si le résultat est brillant, le jugement là n'est pas tellement la vraisemblance réelle, mais la taqlid, donc la capacité de suivre l'exemple du maître. C'est davantage l'exercice de la copie réussie qui compte donc que l'acquisition de la perfection d'une espèce de portrait réaliste qui transcrirait exactement non seulement les traits mais aussi les expressions d'un visage unique. Exactement. Et là, je dirais même que pour le portrait royal, il vaut mieux créer un portrait idéal parce que il ne faut pas représenter nécessairement les traits plus caricaturaux, possiblement un nez bossu du Shah ou du sultan. Tandis que cette possibilité est ouverte sur le vif pour un homme comme le pauvre Nashmi qui se retrouve sans emploi dans les rues de Isfahan. Bedonnant et contemplant son portrait juvénile.
Alors revenons à présent sur un autre aspect très intéressant abordé au cours de ces séances, en particulier la première, c'est le thème de la sculpture qui, comme le dessin et l'art du portrait, est bien sûr ici merveilleusement représenté au musée du Louvre. Donc vous évoquiez des sculptures animalières. De l'époque médiévale en particulier. Aujourd'hui, et pour ouvrir aussi sur une actualité du département des arts de l'islam, je voulais que l'on évoque le cas de ces sculptures de l'époque Qadjar, qui sont très nombreuses dans les collections privées ou publiques, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou en Iran, et qui comptent parmi les représentants les plus appréciés de la période Qadjar. Il s'agit de sculptures ornithomorphes et zoomorphes qui ont en moyenne entre 15 et 75 cm de hauteur. Et ces sculptures représentent des paons, des colombes, des canards, des oies, des oiseaux de proie, mais aussi des cerfs, des félins, des chats, des éléphants, des chameaux, des agneaux et al-Buraq. Donc c'est là où on revient de façon contournée à Muhammad, donc Buraq était la monture du prophète. Dans les musées de beaux-arts, en Europe en particulier, le contexte dévotionnel de ces sculptures est finalement assez peu évoqué et elles sont souvent décrites comme des objets, pas comme des sculptures, comme des objets essentiellement décoratifs. En effet, les collectionneurs européens les achetaient comme tels, ce qui illustre par exemple des photographies d'intérieur britannique, on en connaît, et en Iran Qadjar, des sculptures d'acier de ce type pouvaient également servir d'objets de décor. Mais la destination principale des sculptures d'acier damasquiné est le alam, qui veut dire littéralement signe, qui est un étendard dévotionnel utilisé lors des processions du mois de Muharram et commémorant le martyre, donc bien sûr chiite, de Hussein à Kerbala. Les alams horizontaux, mesurant plusieurs mètres de long et comprenant des sculptures zoomorphes, se sont très probablement développés en Iran à partir des années 1850 à la suite de l'expansion très importante des cérémonies de Muharram impulsées par Fatali Shah, dont on a déjà beaucoup entendu parler ce soir. Ces supports, ces alams, supportent une organisation symétrique et portent donc des enseignes calligraphiées. Vous en avez un exemple à l'écran avec le très beau alam qui est conservé au musée du Quai Branly. Des enseignes donc calligraphiées verticales, mais aussi circulaires ou en mandorle, qui portent les noms du prophète Muhammad, donc encore l'invocation au prophète, qui est une forme, on va dire, de portrait, et des imams chiites, et en particulier Hussein. Autour sont disposées par paires les sculptures zoomorphes. Vous avez ici autour du alam central la figure du coq cosmique répétée à 2 reprises, mais aussi des armes ou encore des éléments d'armure ainsi que des vases et des fruits qui sont des représentations d'offrandes en fait, se trouvent sur ces alams horizontaux. Les sculptures donc, que l'on trouve dans les collections, de dimensions parfois modestes, sont en fait appartiennent à des assemblages monumentaux pouvant atteindre la largeur d'une rue. Comme vous avez ici en exemple une photographie d'une cérémonie de procession lors de Muharram avec un étendard immense dans les rues de Téhéran dans les années 2000. Les alams monumentaux, donc, qui précèdent les cortèges funéraires, sont de fait les supports les plus visibles et imposants des cérémonies de Muharram. Ils revêtent la fonction symbolique de représentation de Hussein et de son martyr, des martyrs de Karbala et d'autres figures saintes que Hussein, tels Muhammad, Ali et les imams chiites. Ces supports dévotionnels sont sortis pour les processions funéraires qui culminent le 10e jour, c'est-à-dire Ashura, où est commémoré le martyr, le sang versé par Hussein. Les objets et les sculptures des alams monumentaux sont en effet les figurations, les images visuelles de la passion de Hussein à Kerbala et des représentations des imams ou liées aux imams. Ainsi, par exemple, le cerf se réfère-t-il à l'imam Reza, le paon se réfère au Mahdi, et enfin, on peut également citer l'exemple du lion qui représente l'ami de Dieu, Ali.
Actuellement, ces allégories ont aussi des significations qui sont liées à Salomon, maître des créatures dont vous nous avez beaucoup parlé lors de la première séance sur les idoles et les sculptures. Sur ces alames, donc, les signes, les représentations assemblées sont polysémiques, c'est-à-dire qu'elles revêtent plusieurs sens. Le alame fonctionne, et c'est un objet absolument passionnant, comme une intercession au spirituel et sert un processus de vision, de visualisation. Les alames ou signes servent également, bien sûr, on le voit très bien dans cette procession dans la rue, une théâtralité votive. À Téhéran, comme ailleurs en Iran, la production de ces sculptures d'acier damasquinées perdure toujours aujourd'hui. Ce sont des objets parfois décoratifs, mais surtout donc des éléments d'objets processionnels qui sont des supports dévotionnels, mais aussi des supports d'ex-voto, puisqu'on accroche, vous pouvez le voir ici par exemple, les plumes sont accrochées en donation, en don. On accroche aussi des fragments de miroirs et puis des rubans qui constituent d'autres types d'ex-voto. Et en tout cas, ces processions, en particulier pour Ashura bien sûr, nous donnent une image très forte de la dévotion majeure de l'Iran moderne et contemporain. Et oui, cet exemple-là nous montre en fait que, premièrement, les objets ne sont pas isolés, ils sont mis en motion, ils font partie de la prière, ils font partie de l'encens, ils font partie de la musique. Et ici, si on termine justement sur la question du portrait, jusqu'à aujourd'hui, les portraits photographiques des martyrs de la guerre Iran sont fréquemment superposés sur une image du prophète Mohammed ou de Imam Hussein, qui est le grand martyr de la foi chiite. Donc on voit en fait que le portrait photographique moderne d'un martyr peut devenir un avec le portrait d'un imam ou du prophète qui est en fait mis en locomotion, qui est mis en mouvement par les pieux dans les rues de Téhéran, en même temps que la musique, la prière, le mouvement physique fait en sorte que c'est une performance synesthétique. Donc ça inclut tous les sens et pas seulement le visuel. Donc les sculptures que nous avons choisi de vous montrer pour la fin de cette dernière séance de ce cycle seront visibles, celle du musée du Quai Branly et puis celle du musée des Beaux-Arts d'Angers, entre autres, au cours de cette exposition qui va très bientôt s'ouvrir au musée du Louvre-Lens et dont vous avez une affiche provisoire à l'écran. Je vous remercie infiniment. Il est temps maintenant de passer la parole à la salle si vous avez encore des questions à l'adresse de Christiane Grupper sur les 3 séances auxquelles vous avez pu assister ces 2 dernières semaines. Bonsoir, ma question est la suivante. Je regrette si vous l'avez couverte la semaine dernière, je n'étais pas là. Peut-on imaginer que des artistes arméniens ont participé à ces œuvres? Parce que j'ai un ami qui m'envoie souvent de magnifiques choses en disant, un ami arménien, que c'est arménien. La peinture dans la communauté arménienne était très connue à Isfahan. Il y avait toute une communauté dans le nouveau Jolfa. Il y a une ville qui s'appelle Jolfa en Arménie. Ils ont été justement transplantés et il y avait une grande communauté arménienne qui produisait beaucoup de peinture en fait à Isfahan pendant le XVIIe et XVIIIe siècle. Et encore aujourd'hui, si vous allez à Isfahan, vous pouvez aller à la cathédrale Vank et vous verrez dans la cathédrale des images peintes sur les murs qui ressemblent un peu aux peintures safavides, même les peintures Qadjar, mais les thèmes ne sont pas islamiques. Il y a le jugement dernier, des thèmes christiques. Il y a aussi, à la même époque, non seulement les peintres arméniens, mais des peintres musulmans, entre autres un artiste qui s'appelle Mohammed Zaman, qui était musulman, mais qui copiait des œuvres arméniennes chrétiennes, comme le sacrifice d'Abraham. Et il faisait en sorte que ça apparaisse comme si c'était de l'huile sur une toile. Donc les techniques européennes, les sujets
chrétien et la pratique picturale et artistique de la communauté arménienne à Isfahan a vraiment influencé en fait la peinture, surtout de la période safavide à Isfahan. D'accord. D'abord, Madame Greber, merci beaucoup pour ces 3 conférences passionnantes. J'aurais 2 questions. Pour revenir sur les portraits de l'Iran safavide que vous nous avez montrés, on pouvait observer la présence constante du vin. Quand on connaît un peu le rôle mystique de cette boisson dans la culture et la poésie persane, qui est bien antérieure à la dynastie safavide, comment interpréter cette présence dans les portraits, autant dans les portraits des souverains que dans des portraits dans des portraits comme celui de l'Européen que vous nous avez montré. Et deuxième question, pour rester sur ce monde iranien, dans quelle mesure le portrait est-il utilisé aujourd'hui encore par le régime actuel? Vous nous avez parlé des portraits photographiques des martyrs de la Révolution, mais je crois qu'on a aussi de nombreux portraits des ayatollahs, notamment sur les bâtiments dans les grandes villes d'Iran. Est-ce que ces expressions artistiques de propagande sont tributaires des portraits de souverains que vous nous avez montrés, de Kadjar notamment? De très bonnes questions. Et je crois que c'était vous qui avez posé 2 très bonnes questions à la première séance. C'est bien vous? Oui, avec l'ordinateur. On peut en discuter. J'aimerais bien vous rencontrer d'ailleurs. Tiens. Merveilleuse question. Donc la première sur le vin. Donc le vin a une histoire, comme vous le savez, très longue dans les cultures islamiques. Déjà pendant la période Umayyade, il y a des poèmes très connus qui s'appellent les Khamriyat. Donc c'est des poèmes dédiés, justement dédicacés au vin. Dans la culture persane à l'époque safavide, le vin devient synonyme avec le dérèglement des sens. Donc le maï, en particulier, le vin à base de dattes fermentées, est bu non seulement pour s'amuser dans des contextes de festivité, mais aussi est bu dans des contextes soufis, justement pour dérégler les sens, pour que un individu ne voit pas seulement tout ce qui est littéral autour de lui, mais puisse accéder au secret du divin. Et donc le terme de l'ivresse spirituelle, le mast, est un terme qui est, comme vous le savez, très populaire dans la poésie persane. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve le vin dans les images. Certains chercheurs ont interprété le vin dans ces peintures seulement comme une expression mystique de l'amour du divin. Ça peut l'être. Mais en même temps, il ne faut pas aussi ignorer le fait que le vin était bu aussi dans des contextes sociaux pour l'ivresse telle qu'elle. Donc les 2 possibilités sont là. Pour la deuxième question, il y a évidemment beaucoup d'images des martyrs de la Révolution, de la période de la guerre Iran-Irak, des ayatollahs, etc. en Iran. Beaucoup d'entre elles sont des posters et il y en a qui sont des peintures sur mur de 13 étages. Vous les connaissez peut-être. Donc en Iran, il y a une très longue tradition de portraits publics, comme dans les portraits rupestres, dans la pierre sculptée. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des peintres qui sont très connus, qui font les peintures sur mur aujourd'hui à Téhéran, entre autres Mehdi Radianou, qui est surréaliste, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit parfois des artistes qui travaillent pour le gouvernement, qui introduisent des images des ayatollahs dans les bâtiments safavides. Donc, par exemple, j'ai montré le palais Chehil Soutoun, mais il y a un autre palais sur la place principale de Isfahan, qui s'appelle Meydan-e-Shah, aujourd'hui Meydan-e-Imam, après la Révolution, et le palais Ali Kapou. Si on regarde la façade, il y a des grosses céramiques, des tuiles, si vous voulez, une peinture sur céramique des 2 ayatollahs. Donc les 2 ayatollahs deviennent plus ou moins les chats safavides de cette capitale impériale à travers une peinture sur mur. Donc ça continue. Bonjour. Bonjour. C'est rare de voir des anges dans les enluminures, aussi bien en Inde qu'en Iran. Il y a
n'y a pas beaucoup d'anges, en général représentés dans les peintures, quelques fois, mais enfin c'est rare. Il y a quand même pas mal d'anges qui sont représentés dans la peinture islamique. On les retrouve dans un manuscrit qui était très populaire sur les merveilles du monde de Qazvini. Ça s'appelle Ajaib al-Makhloukat. Ça, c'est tout le monde angélique, le monde cosmique. On trouve les anges aussi qui accompagnent Mohammed dans les récits biographiques et historiques. Et on les trouve passablement aussi dans les poèmes soufis. Donc, les poutis, eux, ils sont nouveaux, seulement la tête. Mais la représentation des anges, on les trouve déjà depuis le début des arts du livre en islam, sous formes différentes. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué donc, au niveau des portraits safavides que Riza et ses successeurs représentaient de plus en plus donc, des personnages qui ne font pas partie de la cour royale, près du Shah. On ne s'est pas intéressé finalement au cas des portraits féminins. Donc moi je sais qu'il y a des femmes qui sont représentées, souvent des femmes dans des positions assez lascives, proches de la cour. Et je voulais savoir justement s'il existait des représentations de femmes, justement peut-être des femmes paysannes ou des femmes un peu plus âgées, enfin ce genre de... Il y en a quelques-unes. Il y a des représentations de femmes européennes, peinture esquisse et peinture sur mur, entre autres à Ali Kapou. Vous trouvez des femmes européennes qui sont représentées là. À Chehel Soutoun, le palais de Chehel Soutoun, il y a des représentations de femmes iraniennes en position de repos, pique-nique, etc. Pour ce qui est il y a pas mal d'esquisses de jeunes femmes et il y en a quelques-unes de vieilles femmes aussi. Donc, il n'y en a pas autant que les hommes, simplement parce qu'elles n'étaient pas tellement dans le grand public autant que les mâles. Mais ça commence à la période safavide. En dehors de l'histoire de l'art et de ce que vous nous avez montré, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres chercheurs finalement? Tout ce que j'ai dit ce soir. Tout ça, c'est mes hypothèses. Et un nombre de ces images ne sont pas très bien publiées. Et donc, je mets en avant beaucoup d'hypothèses qui n'ont pas été mises en avant par d'autres chercheurs. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il y avait quelque chose d'équivalent dans l'Empire ottoman. Est-ce que vous venez de montrer quelques noms d'artistes, par exemple? Ah oui, il y avait aussi l'art du portrait, justement, dans l'Empire ottoman. J'ai simplement montré là, le Gentile Bellini, qui est en fait un portrait européen. Les portraits ottomans qu'on trouve sont des portraits des sultans qui sont assez inchangeants. Et une de mes collègues qui est spécialiste justement du portrait ottoman, son hypothèse à elle, c'est que les traits ne changent pas tellement parce que l'individu n'est pas aussi important que justement l'arbre généalogique de la maison de Osman, le El Osman. Donc on ne voit pas tellement de traits individus autant que dans d'autres exemples, en Iran, en Inde, etc. Et il n'y a pas vraiment de portraits cosmiques, allégoriques et oniriques, mais on trouve aussi des albums de costumes de personnes variées dans l'Empire ottoman, par exemple un Arménien ou une Arménienne ou un Tatar, par exemple. Et là aussi, il y a des albums non seulement ottomans, mais européens de toutes les communautés sous l'égide de l'Empire ottoman. Donc, si vous êtes intéressé par le portrait ottoman, il y a un bouquin par Emine Fettbadje qui prend ce sujet. La raison que je n'ai pas inclus tellement de portraits ottomans, c'est que la richesse vraiment du Louvre, c'est autour des peintures indo-persanes. Et surtout pour avancer justement le portrait Qajar en vue de cette exposition. Je remercie beaucoup Christiane Gruber pour ces très belles conférences, pour sa générosité aussi.